Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Le 24 mai 1863, mon oncle, le professeur Lindenbrock, revint précipitamment vers sa petite maison située au numéro 19 de Kornstrasse, l'une des plus anciennes rues du vieux quartier de Hambourg. De grands pieds firent craquer l'escalier de bois, et le maître de la maison, traversant la salle à manger, se précipita aussitôt dans son cabinet de travail. Pendant ce rapide passage, il avait jeté dans un coin sa canne à tête de casse-noisette sur la table, son large chapeau à poils rebroussés, et à son neveu, ces paroles retentissantes. « Axel, suis-moi !» Otto Lindenbrock n'était pas un méchant homme, mais, à moins de changements improbables, il mourra dans la peau d'un terrible original. Il était professeur au Johannaeum et faisait un cours de minéralogie. Il ne jouissait pas d'une extrême facilité de prononciation. Il luttait contre un mot récalcitrant qui ne voulait pas glisser entre ses lèvres, un de ces mots qui résistent, se gonflent et finissent par sortir sous la forme peu scientifique d'un juron. Or, il y a en minéralogie bien des dénominations qui écorcheraient les lèvres d'un poète. Lorsque l'on se trouve en présence de cristallisation robodédrique, des résines rétinasalfates, des gélénites, des fanjasites, des molybdates de plomb, des tungstates de manganèse et des titaniates de zircone, il est permis à la langue la plus adroite de fourcher. Mon oncle joignait au génie du géologue l'œil du minéralogiste. À la cassure, à la dureté, à la fusibilité, au goût d'un minéral quelconque, il le classait sans hésiter parmi 600 espèces que la science compte aujourd'hui. Avec un pareil original, il n'y avait qu'à obéir. Je me précipitai donc dans son cabinet. C'était un véritable musée. Les différents termes qui sont utilisés dans cette page-là, lorsqu'on parle, en fait, je parle des termes en gras, qui sont cristallisation roboédrique, qui sont ensuite résine, rétinasphalte, gélénite, fanjasite, molybdate de plomb, tungstate de manganèse, titaniate de zircone. Ce sont tous des termes qu'on utilise en minéralogie. La minéralogie, en fait, dans l'histoire qu'on lit aujourd'hui de Jules Verne, c'est vraiment la spécialité de l'oncle. L'oncle, en fait, il travaille beaucoup en minéralogie. Donc, il va utiliser ces termes-là souvent. La minéralogie, ce que ça fait, c'est que c'est l'étude qui s'intéresse aux pierres, aux minéraux, aux différentes pierres précieuses. Tout ce qui est dans ce registre-là, ça s'apparente à ça. Si on regarde maintenant les différentes définitions. Quand vous lisez le texte, je regarde ici, quand on parle de cristallisation roboédrique, on voit ici que la définition, on la retrouve en cliquant. OK? Donc, elle apparaît toujours en haut à droite, juste ici. OK? Moi, pour cet exercice-là, je les ai rapetissés. Donc, vous êtes en mesure d'aller voir tous les différents mots que vous ne connaissez pas. Je ne vous les expliquerai pas aujourd'hui parce que ça va être votre propre devoir d'aller voir les définitions. Par contre, les mots qui sont en lien avec la minéralogie, accrochez pas trop dessus. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, c'est des mots qui sont en lien avec des pierres précieuses, avec différentes sortes de roches. OK? Donc, gardez ça en tête, puis ça va faire en sorte que ça va être plus facile la lecture en fait, premièrement de cette page-là, mais aussi du suite du roman de Jules Verne. Mon oncle était enfoui dans son fauteuil et tenait entre les mains un livre qu'il considérait avec la plus profonde admiration. « Et quel est donc le titre de ce merveilleux volume? »
demandai-je avec un empressement trop enthousiaste pour n'être pas fin. Eh bien, me dit-il, tu ne vois donc pas? Mais c'est un trésor inestimable que j'ai rencontré ce matin en furetant dans la boutique du juif Hevelius. Cet ouvrage, répondit mon oncle, c'est Lemskrindla de Snorre Turleson, le fameux auteur islandais du XIIe siècle. Et les caractères de ce livre sont-ils beaux? Des caractères? Qui te parle de caractères? Mais ignorant, c'est un manuscrit et un manuscrit runique. Les runes étaient des caractères d'écriture, usités autrefois en Islande, et suivant la tradition, ils furent inventés par Odin lui-même. Mais regarde donc, admire impie, ces types qui sont sortis de l'imagination d'un dieu. Faute de réplique, j'allais me prosterner, genre de réponse qui doit plaire au dieu comme au roi, quand un incident vient détourner le cours de la conversation. Ce fut l'apparition d'un manuscrit crasseux qui glissa du bouquin et tomba par terre. Mon oncle se précipita et déploya soigneusement sur sa table un morceau de parchemin sur lequel s'allongeaient des caractères de grimoire. C'est du runique. Ces types sont absolument identiques à ceux du manuscrit de Snorre Turleson. Mais qu'est-ce que c'est que cela peut signifier? Un cryptogramme dans lequel le sens est caché sous des lettres brouillées à dessein? Et qui, convenablement disposé, formerait une phrase intelligible? Il y a là peut-être l'explication ou l'indication d'une grande découverte. Mon oncle prit une forte loupe et passa soigneusement en revue les premières pages du livre. Au verso de la seconde, celle du faux-titre, il découvrit une sorte de macule qui faisait à l'œil l'effet d'une tache d'encre. Cependant, en y regardant de près, on distinguait quelques caractères à demi effacés. « Arknesharknusum » s'écria-t-il. « Mais c'est un nom islandais, celui d'un savant du XVIe siècle, d'un alchimiste célèbre. Pourquoi n'aurait-il pas enfoui sous cet incompréhensible cryptogramme quelque surprenante invention? Cela doit être ainsi. Cela est. J'aurai le secret de ce document. Et je ne prendrai ni nourriture ni sommeil avant de l'avoir deviné. » Ce Sarknusum, reprit mon oncle, était un homme instruit. Or, dès qu'il n'écrivait pas dans sa langue maternelle, il devait choisir de préférence le latin. Voilà une série de 132 lettres qui se présentent sous un désordre apparent. Il y a des mots où les consonnes se rencontrent seules, d'autres où les voyelles, au contraire, abondent. Il me paraît certain que la phrase primitive a été écrite régulièrement, puis retournée suivant une loi qu'il faut découvrir. Voyons, la première idée qui doit se présenter à l'esprit pour brouiller les lettres d'une phrase, c'est, il me semble, d'écrire les mots verticalement au lieu de les tracer horizontalement. Au moment de faire son expérience capitale, les yeux du professeur lancèrent des éclairs à travers ses lunettes. Ses doigts tremblèrent lorsqu'il reprit le vieux parchemin. Enfin, d'une voix grave, appelant successivement la première lettre, puis la seconde de chaque mot, il me dicta la série suivante. Ces lettres ne m'avaient présenté aucun sens à l'esprit. J'attendais que le professeur laissât se dérouler pompeusement entre ses lèvres une phrase d'une magnifique latinité, mais un violent coup de poing ébranla la table. « Ce n'est pas cela !» s'écria mon oncle. « Cela n'a pas le sens commun !» Puis, traversant le cabinet comme un boulet descendant l'escalier comme une avalanche, il se précipita dans Koningstrasse.